Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission qui t'aide à construire une vie et une société pleine de sens. Chaque semaine, je reçois un humain inspirant pour t'aider à incarner le changement. Aujourd'hui, on accueille Douce Dibondo pour parler de la face cachée du racisme, la charge raciale. Salut Douce. Salut Pierre. Tu es journaliste indépendante, créatrice du super podcast Extimité sur les oppressions et récemment autrice d'un super livre dont on va parler, La charge raciale, vertige d'un silence écrasant. Alors pour commencer, il y a plein d'entre vous, j'imagine, vous ne savez pas ce que c'est la charge raciale. Tu le définis comme le poids du racisme alors en Europe, en France, sur les personnes noires, arabes ou asiatiques qui en souffrent. Donc ça va des micro-agressions racistes jusque la peur d'être tué par un policier, par exemple. Mais c'est aussi devoir s'adapter en permanence pour ne pas être pris pour cible et donc gommer une partie de son identité. Donc dans une société, je pense qu'on peut dire de plus en plus raciste, c'est une violence psychologique inouïe dont personne ne parle. Toi, Douce, pourquoi ça te tenait à cœur de parler de la charge raciale ? Oui, en fait, la charge raciale... Si j'ai pas trop mal défini. Non, c'est parfait. Et en fait, moi, j'aime bien parler des angles morts. J'aime bien mettre la lumière sur certaines choses, notamment sur des sujets aussi lourds. Il nous fallait aussi d'abord parler du racisme en termes de structure, avec donc des personnes qui sont privilégiées et d'autres qui sont en tout cas, qui subissent et sont opprimés, qui subissent des discriminations. Mais ce que je trouvais absent de toutes ces analyses militantes, sociologiques, c'est cette part intérieure de ce que c'était de vivre le racisme. Et donc, je me rends compte que la charge mentale a énormément d'écho médiatique dans les années 2017-2018, quand la dessinatrice Emma en parle lors d'un post sur Facebook. C'est un écho, ça fait l'effet d'une bombe. Quelque temps après, Maboula Soumaró, qui est une chercheuse angliciste française, théorise en quelques lignes la charge raciale lors d'une tribune dans Libération. Ah, c'est tout récent, quoi. Voilà. Okay. Et moi, quand je lis ce terme, je me dis, oui, voilà, en fait, là, c'est ontologique, c'est-à-dire que ce terme-là, il raconte une part énorme de ce que ça veut dire être une personne noire, une personne racisée en France. Et j'attends qu'un livre sorte sur cette question, qu'une chercheuse, un chercheur s'empare de la question. Et les années passent, et puis je me dis, en fait, ce sujet me bouffe trop de l'intérieur, il va falloir que j'en fasse quelque chose. Et je décide d'écrire ce livre. Il y avait déjà des podcasts qui en parlaient, notamment celui de Rokhaya Diallo, des vidéos sur Internet, mais c'était très descriptif. Et en effet, la charge raciale, c'est ça. C'est donc adopter des stratégies d'adaptation, se fondre dans la masse blanche, majoritairement blanche, pour ne pas vivre à la fois des micro-agressions et des macro-agressions. Ouais. Mais c'est bien plus que ça. Et je montre à quel point il y a 3 dimensions de cette charge raciale. Donc, tu l'as évoqué, la part historique, la part interpersonnelle, notamment face aux institutions que sont le travail, la famille, le couple, la justice, la police. Les flics. Voilà, le monde médical. Et la part la plus intérieure, la plus secrète, si je peux le dire, de nous-mêmes. Comment on se perçoit en tant que personne racisée à travers un regard qui nous domine et à travers un regard qui ne veut que nous soumettre. Comment on se perçoit, comment on se construit dès l'enfance, etc. Et c'était un travail qui a été très lourd aussi, mine de rien, dans l'écriture. Mais il fallait que je mette la lumière sur ce sujet-là qui est éminemment important pour moi. Trop bien, je t'exprime trop bien, c'est trop agréable. Merci. Oui, c'est un peu ce que t'écris, le paradoxe d'un côté d'une violence raciste qui croît et de l'autre côté, un silence. C'est vraiment où est-ce que tu dis, un angle mort, un impensé. J'avais fait justement un épisode avec Grace Lee, donc la collègue de Rokhaya du super podcast Kiffe ta race, sur la charge raciale, c'était il y a 3 ans. Et en tant que blanc mec en plus, c'est seulement là que j'avais découvert à quel point le racisme est encore vraiment beaucoup plus omniprésent dans tous les domaines de la vie que ce qu'une personne non racisée pourrait croire. Par exemple, en tant que personne noire, tu peux te prendre des remarques sur ton accent africain, ton physique, tes cheveux potentiellement crépus, même tes choix musicaux. On l'a vu plus globalement avec des footballeurs comme Vinicius, victimes de cris de singe en plein match, ou juste la polémique d'Aya Nakamura pour les JO. Et donc, t'écris que toutes les personnes racisées sont des génies de l'adaptation constante,
voilà, pour contourner le racisme par des stratégies plus ou moins conscientes. Genre, vous devez penser à ne pas paraître trop noir. C'est quand même lunaire. Est-ce que tu aurais 2-3 exemples concrets du quotidien de comment une personne noire s'adapte en permanence à une société majoritairement blanche? Oui, bah, faut comprendre que c'est vrai que quand je me lève chez moi et que je me fais réveiller par mon chat, je ne me pense pas comme noire. Donc, mais c'est à partir du moment où je suis évidemment confrontée à la société, où là, ma race sociale m'est renvoyée à la figure. Et donc, à partir du moment où je sors de chez moi, ou même des fois quand j'écoute déjà les informations et qu'en fait, il y a une polémique sur une personne raciste, etc., Ouais. je suis déjà conditionnée. Donc, il y a déjà cette part intérieure où je suis tout le temps renvoyée à l'autre, donc je l'intègre. Et ensuite, les personnes racisées, on compte beaucoup, on observe beaucoup, on est dans l'hypervigilance. Si j'ai rendez-vous, par exemple, chez le médecin, j'arrive dans une salle, toutes les personnes sont blanches, automatiquement, je vais le noter. C'est pas conscient, je vais pas dire, tiens, il y a tant de personnes blanches. Ouais. Je vais le noter. S'il y a une personne noire, une personne racisée, je vais le noter aussi. Parce que au cas où quelque chose se passe mal, je ne suis pas seule. Je rentre chez le médecin, j'informe que je me sens pas bien, que j'ai quelque chose qui va pas, etc. depuis quelques mois. Selon la manière dont le médecin va me répondre, je saurai si ce médecin me croit ou si il croit que j'exagère, si j'affabule. Et certaines personnes diront oui, non, c'est de la parano ou c'est de l'exagération. Non, c'est au contraire. On vit tout le temps dans une exception, c'est-à-dire l'exception, c'est de rencontrer des personnes qui ne vont pas tomber dans des écueils, dans des biais racistes qui sont inconscients. C'est le fait d'aller au travail, par exemple, et de faire en sorte de ne pas dépasser. Par exemple, si j'ai un afro, je vais l'attacher bien comme il faut et pas avoir les cheveux en pétard parce qu'on va me renvoyer à « Ah, bah, tu t'es réveillée et t'as les cheveux en pétard, t'as pas pensé au peigne, sous couvert d'humour, mais ce sont des choses qui sont récurrentes. Je vais penser à ne pas rire trop fort parce que, vous savez, les personnes noires souvent prennent beaucoup d'espace, notamment sonore. Je vais essayer de correspondre à ce qu'on attend d'une personne noire, c'est-à-dire que je vais ne pas être introvertie, moi je le suis par exemple. Et au travail, même si on sait qu'on porte tous et tous des masques, parce que c'est pas un lieu qui est très sain au final, le travail. On doit jouer à quelque chose. Mais pour les personnes racisées, c'est encore plus. Donc, je vais être un peu plus fun pour ne pas qu'on me perçoive comme une personne condescendante ou qui ne se mélange pas parce qu'elle serait mieux que les autres, alors que je suis juste parfois en PLS et je me cache dans les toilettes parce que je n'en peux plus d'être dans un monde extraverti où je n'ai pas le droit au silence et où en fait il y a toutes les stimulations sonores, par exemple. Mais ça, je n'ai pas le droit d'en parler. Parce que, imaginons que je pars du fait que j'ai une neuroatypie, par exemple. Ouais. J'ai très peu de choses qu'on me croit. Parce que ça n'existe pas vraiment chez nous, ces choses-là. C'est la représentation des personnes neuroatypiques, ce sont des personnes blanches, avec certaines caractéristiques, etc., selon où on se place aussi sur cette neuroatypie-là. Et donc, c'est tout le temps jauger, calculer, et négocier au final mon humanité. Ouais. Qu'est-ce que j'ai le droit de montrer qui ne sera pas trop perçu comme trop ou pas assez? C'est dans un groupe, en apéro, en soirée, comme tu disais, hein, le fait de choisir des musiques. Je vais pas choisir la musique qui va référer à la bamboula, par exemple, ou tiens, je vais pas mettre Aya Nakamura tout de suite ou Beyoncé tout de suite parce que non, de toute façon, on sait, t'es noir, t'écoutes ce genre de musique. Je vais vouloir montrer que j'ai un panel de musique aussi autre pour montrer à quel point je suis cultivée ou qu'en tout cas je fais partie de la France, etc. Enfin, toutes ces... En plus, t'as l'air sacrément cultivée. En tout cas, on essaie. Mais donc, c'est tout le temps comme ça, négocier en fait cette part d'humanité. Oui, c'est épuisant. Mais et le pire, c'est qu'il y a des choses dont on ne se rend même plus compte. Et c'est ça qui nous fatigue le plus. Parce que quand on termine cette journée-là qui paraît 100 ans, on se dit, mais à la fin de la journée, on rentre chez soi et parfois nos parents ou le couple, enfin le partenaire avec qui on est, qui n'est pas racisé, peut nous renvoyer aussi à ces biais racistes.
peut être dans une sorte de relation complètement déséquilibrée où la personne va toujours faire l'avocat du diable par rapport aux questions racistes, sexistes, homophobes, etc. Où est-ce qu'on dépose les armes, en fait? Où est-ce qu'on n'est plus obligé de convaincre qu'on a une humanité? Et même dans nos propres familles aussi, on va nous renvoyer parfois au fait d'être comme les Blancs, de ne pas être assez noir, pour le coup, ou assez... parce qu'on aurait une... Mais en fait, on est des enfants de l'Occident aussi, hein, mine de rien. Donc, évidemment qu'on est empêtré dans plein de logiques et qu'on a deux cultures, voire une culture qui prend plus l'ascendant. Mais voilà, c'est toujours naviguer comme ça entre quel est mon véritable moi, quoi. Ouais, t'es trop l'un ou pas assez l'autre. Ça change aussi entre les deux. Et du coup, mais toi, ton individualité au milieu de tout ça, c'est tellement un logiciel en arrière-plan qui tourne non-stop que t'es tellement en réaction par rapport à l'autre et au potentiel micro-agression, voire grosse agression que forcément t'es pas assez en sécurité pour te dire vas-y, je vais juste m'exprimer moi, et si j'ai envie de faire la gueule, je fais la gueule, si j'ai envie de taper un scandale, je tape un scandale. C'est ça. Et si j'ai envie d'être sociable, je suis sociable, quoi. Mais... Bah oui. Non, parce qu'il y a toujours le danger. En fait, on représente toujours notre communauté, imaginaire ou réelle d'ailleurs, parce que qu'est-ce que ça veut dire d'être noir en France? Il y a des communautés noires, c'est pas tout à fait comme la même chose aux États-Unis, par exemple, ou en Amérique du Sud. Donc, on sait toujours qu'on parle, mais qu'il y a un groupe qui potentiellement peut prendre cher, en fait, derrière cette parole-là qu'on ose crier parce qu'il y a une injustice, parce qu'on est tout d'un coup médiatisé. Il y a le poids aussi de l'excellence, il y a le poids aussi de la représentation. Ouais. Tu dois travailler 2 fois plus pour... voilà, mais voire 3, 4 fois, parce qu'il y a ces intersections aussi au niveau des identités, en tant que femme, en tant que personne queer, etc. Donc tout ça se mélange et donc à travers ce roman, à travers cet essai, je veux vraiment montrer à quel point cette charge-là, elle est présente, elle est omniprésente, qu'on l'a digérée dans tous nos pores, mais que ce n'est pas seulement une charge qui est individuelle, elle vient aussi de l'extérieur. Et cet extérieur-là nourrit ce dialogue interne d'incomplétude, d'errance, de faire partie d'un bloc monolithique alors que nous sommes des atomes. En effet, on fait collectif, tous ensemble, mais on est bien des individus. Et ça, on nous le dénie à chaque fois. Donc, comment négocier? Ça, c'est toute la question je pense, des communautés racisées. Ouais. Il y a là des conséquences classiques du racisme, d'impact sur ta carrière, de rémunération, d'agression, etc. T'as aussi tout l'aspect santé tu peux développer plein de troubles psy, de troubles du comportement alimentaire, juste de stress permanent, quoi, qui doit probablement raccourcir ton espérance de vie, de plein d'aspects, Mais c'est ça qui est impératif, c'est que la question de la santé pour les personnes racisées, c'est tout récent, à cause du Covid, où on a compris qu'il y avait un lien très fort entre la classe d'origine, les origines ethniques et le fait de contracter des maladies, et en tout cas et développer des comorbidités, en fait. Et aux États-Unis, c'est que depuis 2020 que le racisme est une affaire de santé publique. Je me dis, mais alors, si aux États-Unis, on en est là, 2020, en France, la question, elle est à peine en balbutiement, quoi. Et c'est assez... moi, ça me fait assez peur, en fait, de me rendre compte que tout ce qu'on met en place en termes de dénonciation n'est pas pris en compte de manière très sérieuse. Parce qu'on a l'impression qu'on est des personnes passéistes, qu'on a besoin de se victimiser pour obtenir quelconque réparation, je ne sais pas quoi. Bref, il y a un fantasme comme ça de la culpabilité qu'on devrait faire porter aux personnes blanches, alors que c'est pas du tout le cas. C'est que c'est une affaire du présent, vraiment. C'est nos corps qui sont empoisonnés par déjà l'atmosphère de la France qui est imbuvable, mais c'est aussi de manière très concrète le fait déjà d'être des personnes les plus précaires de manière structurelle. Les personnes racisées, on est structurellement plus précaires, donc on a moins accès aux soins, mais en plus, quand on y a accès, on nous renvoie à des comportements
complètement, qui ont une racine en fait totalement raciste, notamment le syndrome méditerranéen, la manière dont on va soupçonner des personnes qui ont des maladies chroniques, qui ont besoin d'antidouleurs, de personnes qui sont addictes en fait aux drogues et qui viennent, notamment la maladie de la drépanocytose, qui touche Ah ouais, ok. essentiellement les personnes noires afrodescendantes. C'est une maladie qui est très mal connue déjà. Et les symptômes sont hyper douloureux, il y a une fatigue, les muscles sont complètement ankylosés, etc. Et donc, il faut de la morphine pour soulager les personnes. Et c'est un article de Mediapart, notamment, qui dénonce, en fait, et qui parle de ces pratiques-là dans la médecine, où, en général, ce sont des personnes noires qui arrivent, qui ont besoin, aux urgences, qui ont besoin de manière vitale, en fait, de morphine pour se soulager. Parce qu'on les voit tout le temps revenir aux urgences, il y a un soupçon d'addiction et en gros voilà, ce sont des crackheads qui viennent juste pour se défoncer, quoi. Parce que cette maladie n'est pas connue. Donc voilà, ça c'est un exemple bien concret, mais il y a aussi la justice reproductive, les femmes noires qui ne sont pas du tout traitées de la même manière selon en fait voilà ce soupçon là d'être des bêtes qui n'ont pas mal, des femmes qui sont ultra fortes, qui ont une capacité de résilience face à la douleur, etc. Mais en fait, ça a fait un traitement qui est totalement biaisé du corps médical. Et donc, tout ça, ce sont des questions du présent. Donc, quand on arrive dans l'institution médicale, qu'on n'est pas pris au sérieux, en fait, on est en méfiance. La prochaine fois, on y va à reculons. La prochaine fois, on va mettre un peu plus de temps pour trouver un médecin, une médecin traitante. On va faire en sorte de trouver un hôpital où on est à peu près bien reçu. Mais du coup, ça rallonge en fait notre temps de prise en charge, qui devrait être, la médecine, ça se joue parfois à quelques heures, quoi. On le voit dans les urgences, les jeunes femmes qui ont été, Anissa notamment, et Naomi Musenga, qui ont été renvoyées des urgences parce qu'on ne les croyait pas face à leur douleur, qui sont mortes. C'est les témoignages téléphoniques, là, audio qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'est ça. Donc, la question, elle est éminemment présente et c'est dans les corps. Et c'est pour ça que la charge raciale, c'était tout aussi difficile de l'écrire pour moi et pour les personnes qui lisent cet essai parce que c'est viscéral. On n'est plus dans l'abstraction, on n'est plus dans une analyse qui est hyper froide, académique. Là, c'est des générations avant nous et c'est des générations après nous. Et qu'est-ce qu'on fait, en fait, de ce poids-là, de ce fardeau de stress qui nous empoisonne? Et c'était vraiment, essentiel pour moi d'écrire sur cette thématique-là, mais de proposer aussi des manières de s'en sortir et de ne pas rester que dans le constat, évidemment, mais il fallait passer par cette douleur-là pour peut-être arriver à une certaine catharsis ou je trouve ça vertigineux que je me suis on m'a quasiment jamais renvoyé l'image que j'étais blanc. Je me suis jamais dit je suis blanc, alors que vous c'est genre 500 fois par jour. Et je trouve ça assez fou que, comme pour le sexisme, le racisme, c'est un continuum qui va donc effectivement de microagressions à carrément des meurtres comme George Floyd ou Adama Traoré. Et donc tout ça sort pas de nulle part. T'écris que c'est une expérience vécue et transmise de génération en génération, depuis que l'Europe blanche a mis au XVIe siècle en esclavage des personnes noires au nom d'une supposée supériorité des Blancs sur les Noirs. Et même beaucoup plus récemment, dans ton cas, toi, t'as fui la guerre civile du Congo de 1997. Est-ce que tu serais OK de nous raconter ton histoire ? Oui, j'ai envie de dire c'est une histoire classique, malheureusement, des anciennes colonies françaises où la France a mis en place et a protégé ses intérêts, a mis en place des dictateurs pour protéger ses intérêts. Hein. Donc, moi, au Congo-Brazzaville, où je suis née, j'ai vécu donc en 80. Déjà, quand je nais, donc en 93, c'est un jour de guerre. Donc, c'est récurrent. Il y avait donc des milices, des opposants au président à l'époque, qui étaient en train de menacer le président et qui faisaient pas mal de on va dire de bruit, et c'était les civils qui en payaient le prix. Et quelques années plus tard, la guerre éclate, et c'est une guerre qui va durer un peu moins d'un an, mais qui va faire un nombre de victimes indécent, juste indécent. On parle de
entre 300 000 et 400 000 personnes qui ont été tuées au Congo-Brazzaville. Donc, ma mère et moi, nous, on arrive à fuir ce contexte-là et on marche une semaine, en gros, en errance. Et en fait, moi, je me souviens, hein, ces images, elles vont rester gravées à jamais, quoi. Et aucun enfant, et ça fait tellement écho aussi, surtout à ce qu'on vit en Palestine. On voit en Palestine comment dire, on est confronté en tant que personne vivant en Occident, cette diplomatie de l'indifférence. Et je pense qu'à l'époque, c'était ça aussi. C'était à quel point la France voulait absolument mettre donc le président Denis Sassou Nguesso, qui est désormais en place depuis quasi 35 ans. La France a sacrifié des civils au nom de ses propres intérêts pour mettre en place ce dictateur-là, parce que celui qui était en place avant avait une logique communiste, etc., pour le peuple, pour le bien-être du peuple. Et donc, moi, j'ai vécu ça, et surtout, après ça, je n'ai pas eu de suivi. On n'a pas eu de suivi psychologique pour en parler avec ma mère, parce que c'était pas du tout nos lunettes, en fait, d'analyse du monde. Et c'est ce que je dis, c'est qu'avec la charge raciale, en fait, je comprends aussi que ce que j'ai vécu au Congo, même si je me pensais résiliente et super forte, c'était aussi une forme de racisme. C'était une forme de négrophobie, parce que ces dictateurs-là, en place en Afrique, qui tuent d'autres personnes noires, dans un intérêt capitaliste, néocolonial, parfois impérialiste, c'est de la négrophobie intériorisée. Et je me rends compte à quel point il y a des liens, que même dans nos propres pays, en effet, cette charge raciale-là, elle s'exprime d'une autre manière, de manière encore plus violente, mais elle est là. Et donc moi, les conséquences de ça, c'est que pendant très longtemps, j'ai porté en moi comment dire, je n'arrivais plus à respirer, je ne respirais pas, j'étais coupée, mon système nerveux, en fait, avait vécu un trauma tellement fort que j'étais tout le temps, en fait, en tension, en hypervigilance, jusqu'à il y a quelques années seulement, quoi, où j'ai senti que je me libérais de quelque chose, mais ça a pris tellement de temps. Et une fois de plus, la psychologie, la thérapie, le fait d'aller voir quelqu'un, j'ai mis très longtemps à faire le pas. Parce que on parlait de cette question de santé publique, de santé mentale, on n'est pas habitué à s'épancher, parce qu'on sait que nos problèmes principaux sont liés au racisme. Vous dites, mais pourquoi donner 50, 60, 70 € à quelqu'un qui, de un, ne comprend pas ou ne voudra pas comprendre ce que l'on vit, et va juste nous gaslighter en nous disant que non, mais là, on exagère et qu'en fait, notre problème est lié à notre mère, à notre père et au fait qu'on est l'aîné de la famille ou que sais-je, mais jamais aux questions systémiques de ce qu'on vit. Et jamais faire le lien, parce que évidemment, il n'y a pas de dichotomie franche. C'est les deux, c'est en dualité. C'est parce qu'en fait, on vit des choses systémiques qui sont tellement lourdes, on surdéveloppe des anxiétés, des états dépressifs ou des dépressions, et qu'en fait, pour s'en sortir, il ne suffit pas juste d'aller voir un thérapeute et de parler, et que par la parole, on se libère. C'est que on parle pour se libérer individuellement, mais l'étape d'après, il continue. L'étape d'après, c'est de OK, j'ai un peu plus de force, mon corps a pris un peu plus d'énergie, je vais mettre cette énergie dans le collectif pour que les choses changent. Et moi, je voulais montrer à quel point la charge raciale, c'était une question psychopolitique et qu'il fallait absolument, si on voulait sortir de ce cercle vicieux-là, d'utiliser les outils du maître, comme disait Audre Lorde, pour s'en sortir. Il va falloir qu'on aille sur plusieurs fronts, dont celui de l'intériorité du psychopolitique. Et donc, quand j'écris ce chapitre sur le psychopolitique et comment, en tant que personne noire, on ne prend pas assez au sérieux ces questions de santé mentale, évidemment que c'est lié aussi à des traumatismes historiques. Tout est lié. Bah oui. C'est qu'en fait, que d'un côté, t'es coincé parce que on t'autorise pas à te plaindre et à être une victime pour dénoncer. Du coup, forcément, tu te renfermes dans, on va garder notre fierté. Mais du coup, vous vous dites que, par exemple, oui, effectivement, la psychothérapie, c'est un truc de blanc. Mais du coup, ça te retombe dessus, quoi. Ça se retombe dessus. Il est coincé des deux côtés. Et c'est culturel aussi. Donc, évidemment que ça met plein d'étapes
pour faire confiance déjà en fait à la Ouais. thérapie en général. Mais ce que je dis aussi, c'est qu'on ne peut pas abandonner cette part-là, parce que abandonner cette part de l'archéologie du soi, c'est pas narcissique, au contraire, c'est retrouver déjà enfin euh, le jeu qu'on nous a dénié, la subjectivité qu'on nous a ravie. Et c'est aussi faire collectif, quoi. Parce qu'à partir du moment où on se connaît en tant que personne racisée et de manière générale en tant que personne, bah, les gens en face de nous, les gens pour lesquels on va se battre, les problématiques qui émergent dans les collectifs militants, ou la question de la guérison, elle est très prégnante. Et il y a des polémiques, il y a des agressions, il y a des gens qui ne savent pas comment gérer le conflit. Enfin, tout ça, en fait, on en a besoin. Et on a besoin de se connaître et de se guérir pour que ça ne fasse pas violence, que le conflit ne devienne pas quelque chose d'existentiel et qui casse les collectifs, quoi. Et c'est pour ça que j'appelle vraiment, oui, à cette connaissance du psychopolitique et de l'intériorité. Mais on a du boulot, quoi. Et tu racontes effectivement que c'est que beaucoup plus tard que tu as fait le lien entre les atrocités que tu as vues et le fait d'avoir développé plusieurs maladies, de l'asthme, une alopécie, des troubles alimentaires. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a une actualité raciste ou un fait raciste, petit ou grand, ça te fait revivre ces traumas. Et t'écris dans ce sens-là que plus globalement, 2020, ça a été une année de rupture avec donc l'assassinat filmé de George Floyd, donc un Afro-Américain de 47 ans tué par un policier blanc, mais en France aussi, les manifs en mémoire d'Adama Traoré et contre les violences policières. Mais ce dont j'avais moins conscience, c'est à quel point il y avait vraiment eu des mobilisations populaires partout dans le monde, à Londres, aux États-Unis, en Afrique, où il y a des statues et des drapeaux confédérés, par exemple, qui sont renversés, un monument à la gloire de Christophe Colomb qui est détruit par un collectif autochtone. Et c'est quand même un délire que dans l'espace public, via nos statues, on célèbre des figures coloniales, comme Christophe Colomb ou Colbert, et on le voit même pas. C'est exactement ce que tu dis sur le silence, quoi. C'est là, mais c'est devenu complètement normal, quoi. Oui, c'est devenu normal. On a intégré que c'était à ces criminels de guerre, à ces criminels coloniaux, d'être loués parce qu'apparemment, ils sont une part essentielle de la France. Ça dit beaucoup quand même du choix du roman national et du récit du roman national français de manière globale de l'Occident. Et, ils sont une part essentielle, mais qui ne devrait pas être aussi positive mais qui ne devrait pas être louée. Et on nous dit, oui, non, mais c'est déboulonner les statues, c'est en fait effacer l'histoire. Comme s'il n'y avait pas autre chose à faire. Comme si on ne pouvait pas se dire, tiens, on va faire des statues et mettre aussi en avant le côté collectif, parce qu'il y a eu quelques statues, notamment une statue de la résistante guadeloupéenne Solitude, qui est une femme qui avait été tuée juste après avoir accouché, et elle a été pendue parce qu'elle était résistante, etc. Il y a eu une statue qui a été montée à son honneur. Mais une fois de plus, c'est de manière très individuelle, on met une personne en avant, soit. Mais ça ne nous empêche pas de mettre dans des plaques explicatives que ces personnes ont été vainqueurs face à l'oppression coloniale de telle personne à telle période, et on n'efface pas l'histoire, dire au contraire. Mais ça change tellement notre perception. On ne va pas rentrer dans la manière dont notre cerveau et la cognition fonctionnent, mais c'est important d'avoir en tête que les personnes qui ont été victimes ont un jour transcendé leur statut qui leur avait été imposé et qu'elles ont gagné collectivement. Et ça, apparemment, c'est être wokiste. Ça, c'est la limite à franchir. Et qu'est-ce que ça dit aussi des programmes scolaires, en fait, en histoire, et comment c'est très compliqué pour les professeurs. Moi, dans mes rencontres, je vois aussi certaines personnes qui me disent « Mais oui, mais en tant que prof, comment faire ?» Je dis « Mais vous n'avez pas possibilité d'inviter des associations ?» Tout de suite, en fait, il y a l'éducation nationale qui met des barrières, c'est très compliqué. Donc, la question, elle est profonde, mais notre réponse, elle doit être aussi radicale. Et je pense que déboulonner les statuts, c'était un bon début. Toi, après, justement, t'es un peu reclus dans le silence, si j'ai bien compris, pendant longtemps, suite à la guerre. T'es devenue journaliste, podcasteuse, militante afro-queer féministe et poète. Quelle voie d'émancipation t'imagines pour surmonter le racisme et la charge raciale ?
Alors, pour la charge raciale, donc c'est comme je disais, hein, remarquer, constater ce qu'on subit, se le dire déjà à soi-même, ne pas être dans une sorte d'aveuglement comme ça, j'appelle ça des valeurs de la République, ou en fait, et très méritocratique aussi, hein, parce qu'en fait, les personnes noires ou racisées qui disent que le racisme n'existe pas, c'est de manière, pour moi, l'ultime stratégie d'adaptation, d'évitement même de la Oui. question. Et donc pour moi, voilà, on a le droit. Donc tu veux être, entre guillemets, un bon Ouais. racisé et t'intégrer et pas faire de vagues, quoi. Et à un moment ou à un autre, je pense qu'on le paye. Et donc, constater qu'en effet, nous sommes des victimes. C'est un statut juridique. Nous sommes victimes de discrimination. Ça ne définit pas qui nous sommes entièrement, mais de fait, nous sommes des victimes. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Individuellement, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi le curseur? Où je déplace en fait ma guérison? Est-ce que j'ai, moi, besoin d'en parler collectivement? Est-ce que j'ai besoin de lutter dans un collectif? Est-ce que j'ai besoin de changer les choses dans le lieu où je trouve que ce n'est pas possible en fait de vivre ces choses-là, que ce soit dans le milieu médical, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Et ça, c'est la part individuelle, mais de manière collective, il va falloir qu'on écrive. Il va falloir qu'on dénonce, il va falloir qu'on en parle via des podcasts, et que ce soit pas que les personnes racisées d'ailleurs qui prennent à bras le corps cette question. Il va falloir qu'on fasse son propre travail aussi de conscience et au niveau collectif. Quelles sont les personnes avec lesquelles je m'entoure? Est-ce que quand je parle de ces questions-là, est-ce que ma parole, elle est reçue? Pourquoi ça coince? Est-ce que je peux aborder de manière différente ces questions? Tout ça, ce sont des parts, on va dire, en tant qu'ato, mais au bout d'un moment, on crée autre chose. Et donc, collectivement, oui, euh, il faut former, il faut former les professeurs, il faut que l'éducation nationale fasse sa propre analyse, sa propre prise de conscience. Il faut que dans le travail, au niveau des formations, parce que pour le moment, on ne peut pas abolir le travail ni le salariat, donc il faut bien gagner sa croûte, donc il faut bien aller dans ces espaces-là. Il y a des coachs racisés, notamment Marie Da Silva, qui fait un travail formidable pour les personnes minorisées au travail. Il y a oui, des formations prodiguées par les personnes LGBT, par les personnes racisées. Il y a des conférences aussi pour les personnes qui veulent vraiment déconstruire cette part-là de racisme. Je pense notamment à Estelle Dupri qui, à la page Semblant de rien, et qui va sortir un livre à la rentrée sur le mécanisme du privilège blanc. Et c'est vraiment très didactique et comment, en fait, on doit sortir de cette posture-là. Et c'est avec toutes ces grappes-là de prise de conscience, d'action qu'on s'allège. Mais évidemment, c'est une machine le racisme, qui sait s'adapter à nos discours, qui sait prendre, récupérer et vider aussi nos revendications, vider aussi nos exigences de réparation et de justice. Donc, c'est toujours un équilibre à trouver aussi. Et pour ça, à mon sens, on ne doit pas se dire qu'on va changer les choses de l'intérieur, c'est-à-dire aller dans les instances où il y a du pouvoir, dans le gouvernement, etc. Je pense que vraiment, le changement, il advient par le bas, par le savoir, par les témoignages, par l'art qui se diffuse, qui n'est pas élitiste, qui n'est pas dans la pyramide, dans le bout de la pyramide, bien au contraire. Et ça, viscéralement, j'y crois. Et il faut qu'on soit de plus en plus nombreuses. Comme ça, quand il y a des personnes qui sont beaucoup trop fatiguées par cette charge raciale, par cette charge sexiste, queerphobe, etc., il y a d'autres qui prennent le relais, quoi. Et là, il y a un cercle vertueux qui se met en place. Est-ce que tu aurais des anecdotes ou des histoires de lecteuries sur qui, des abonnés sur qui ton travail a eu un impact? Oui, j'ai une personne qui m'avait dit qu'elle lisait ce livre avec son fils de 8 ans. Et ça m'a bouleversée parce qu'à la fois, je me suis dit, bon, le travail, il est fait. Je suis sortie de cette écriture académique qui nous est comme imposée implicitement quand on écrit un essai, notamment sur des questions comme ça, très sociologiques. Donc, voilà. Et je me dis que c'est ce qu'il faudrait, que nos écritures, que nos travaux soient le plus populaires possible et vulgaires le plus possible, dans le sens vulgarisé. Mais qui est toujours cette part d'exigence, parce que en fait, les gens sont tout à fait capables de comprendre certaines choses quand on leur explique et qu'on ne les prend pas pour des personnes idiotes. Et donc, je me suis dit,
il y a un travail avec l'enfance aussi qui est important à faire. Il y a des personnes j'en reçois beaucoup des messages, des personnes qui ont eu besoin, qui ont utilisé aussi le livre dans des contextes artistiques, de performance. Enfin, vraiment, le livre, il vit. Des personnes qui l'offrent aussi à leurs parents. C'est vrai que nous, la nouvelle génération, notamment sur ces questions-là, on nous accuse beaucoup de ne pas prendre en compte les aînés, notamment par le vocabulaire qui peut paraître un peu obscur dans le milieu militant. Et le fait que ce soit offert à des parents, ça me touche énormément. C'est un peu cette éducation populaire qu'on a envie de démocratiser au maximum. Donc ça, je me dis, le S, le 100, franchement, je suis ravie que ça se déploie. Et oui, enfin, de manière générale, juste, c'est très bizarre comme sentiment qu'il y a quelque chose, que tu as accouché de quelque chose. Et en fait, cet enfant ne t'appartient plus. Et il appartient au village, quoi. Et ça, je suis plutôt fière de ça. Ah bah, t'as de quoi. Et puis surtout, là, c'est un truc tellement intime et puis, ouais, des blessures, tu disais ontologiques, existentielles, que en plus, là, c'est vraiment une communion par ce point commun de, en fait, on a vraiment un truc au trip, qui joue avec nos identités et nos vies, qui nous rassemble et ça doit donner tellement de force de sentir enfin compris, mettre un mot sur un truc que toi-même, tu soupçonnais des fois pas. Et je pense que ça peut être un super cadeau en t'écoutant de l'offrir à, par exemple, des personnes dans des couples racisés, des personnes blanches dans des couples racisés. Et moi, je pense que je vais l'offrir, par exemple, à ma cousine qui vit avec un Pakistanais. Et ouais, parce qu'encore une fois, évidemment, c'est pas aux personnes racisées d'éduquer les blancs. Et du coup, c'est aussi à nous, comme j'imagine que la majorité des auditeuristes de ce podcast sont blancs, de se former sur ces sujets-là. C'est pour ça que moi, je suis content de faire cette interview avec toi et de rediriger vers des ressources de personnes racisées, parce qu'évidemment, vous êtes les mieux placés pour en parler, là où je pense qu'une majorité de gens, non seulement on n'a pas conscience de l'étendue du racisme, mais alors en plus, l'étape d'après de la charge raciale, si pour vous c'est un impensé, pour nous c'est encore pire, quoi. Donc merci beaucoup. Ouais. Et je voulais juste rajouter quelque chose, et je pense que la part de l'empathie, elle est très importante dans ce que tu dis. Être en empathie de ce qu'on vit en tant que personne racisée, c'est écouter, c'est s'informer, mais c'est aussi aller creuser dans ce qu'on ne dit pas, dans les productions culturelles qui sont des moyens de s'informer aussi, dans les productions artistiques, dans des séries, et en fait se mettre à la place, parce que nous on l'a toujours fait. Moi, j'ai grandi avec des héros, des héroïnes blanches, et ça m'a jamais vraiment posé problème, même si c'était quand même de l'ordre de l'imposition de la domination, même au Congo, quoi. Enfin voilà. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus cette inversion-là, où on comprend qu'en fait, tiens, les personnes noires, les personnes racisées ont une intériorité. Et j'ai l'impression que, en fait, c'est par la charge raciale que les gens comprennent mieux, en fait, le racisme. Parce que pourquoi les romans fonctionnent, pourquoi les fictions fonctionnent? Parce qu'on a besoin d'être en empathie et de communiquer à un autre niveau. Et j'ai l'impression que cet essai-là, il fait ça, il offre ça. Parfois, je rentre dans une forme de récit, parfois, je vais chercher d'autres formes de manière de raconter. Et c'est comme ça que les gens s'accrochent. Parce que quand on sort que de la théorie pure et dure, c'est très important, mais c'est très dur, en fait. Il y a une distance qui se crée, malheureusement. Et puis sur du personnel, pas sur du collectif. Sur du personnel, c'est ça. Et l'incarnation aussi, c'est important. Et donc, ce que tu dis, je sens que ça ouvre un peu la voie de cette empathie sociale, cognitive et émotionnelle. Ouais. Tu aurais des conseils de séries, justement, pour... Ouais, de ouf. Pour changer. Alors, il y a Insecure. Attends, je te sors mon catalogue des 18 séries. Pour une fois, je bug pas, parce qu'en général, t'es un peu en freeze, en mode... Alors, les recos culturels. Donc, oui, il y a Insecure, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Il y a Atlanta, qui est une série américaine aussi. Il y a L'Afropolitaine, qui est français, donc c'est produite par une mère et une fille noire. Il y a des épisodes qu'on peut trouver sur YouTube et sur France TV ou TV5 Monde en ligne. Mais vraiment, Insecure, Atlanta, Afropolitaine, c'est déjà un bon début. C'est hyper intéressant, cette question d'empathie, parce que je pense que
Donc peut-être pour les mecs, il y a un peu plus de travail à faire et d'efforts à être proactif. Mais je pense que pour plein de femmes blanches qui nous écoutent, il y a forcément plein de mécanismes qui sont similaires avec le sexisme, même si c'est pas le même héritage. Il y a plein de trucs différents. Et le but, c'est pas de comparer, mais forcément, je pense qu'il y a plein de nanas qui ont écouté, qui voient très bien les mécanismes de domination et des similarités avec le sexisme et le patriarcat. Et forcément, les deux s'entrecoupent totalement aussi, quoi. Merci, Douce, pour ce super moment. Merci à toi, Pierre. Vous pouvez trouver donc son livre partout en librairie et sur Internet. Et si cet épisode t'a plu, je te conseille l'épisode 37 qu'on a mentionné avec Grassley de Kif Taras, également sur le lien entre racisme anti-asiatique cette fois et la santé mentale. Ciao Douce, ciao tout le monde, à dimanche prochain.